un certain 1er novembre 1954, on apprend dans Alger que des bombes avaient explosé, des petites bombes, sans faire de victimes, des bombes explosées sans faire de victimes, en plusieurs points d'Alger, notamment au niveau du port, et que dans les Aurès, les populations s'étaient soulevées. Sans avoir lu ni eu connaissance, parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde a eu connaissance, de l'appel du 1er novembre, il m'est apparu évident pour moi, que le peuple se soulevait. Je dis ça parce que j'ai eu cette conscience-là, parce que quand je vendais dans la rue Randon, la rue Maringot, ex-rue Randon, ex-rue Maringot, à Casbah, le journal Liberté du PCA, j'avais toujours un accueil très favorable. Je peux dire que j'ai toujours eu un accueil favorable. Peut-être que les gens étaient touchés par ma naïveté, enfin ma sincérité. Hein. Mais ils me disaient toujours la liberté, oui, mais comment? Par quels moyens? Dites-nous les moyens, dites-nous ce qu'il faut faire. On crie, on demande liberté, liberté, indépendance, indépendance. Mais comment? Et c'est vrai qu'il n'y a pas de véritable réponse à cette question que les gens du peuple posaient. Ben, la réponse a été donnée le 1er novembre. Puisqu'on ne veut pas nous accorder la liberté, je ne dis même pas l'indépendance, par les moyens démocratiques et légaux d'élections non truquées, de représentants acceptés du peuple, eh bien, c'est par la lutte armée que cette liberté sera conquise. Et c'était évident. C'était évident que le 1er novembre, il y avait commencé une nouvelle époque. Une nouvelle époque. On ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait emprunter comme chemin, comme voie, qu'est-ce qui se passerait par la suite et tout, mais c'était vraiment une rupture. Ah. C'est difficile de maintenant, après toutes les transformations que l'époque a apportées au pays, de restituer la situation à l'époque. Et je ne voudrais pas non plus, dans une émission comme celle-là, dans un film comme celui-là, si vous voulez, où les propos sont forcément tronqués, on ne va pas au fond des choses. M'ériger en historien, en critique de ce qui s'est passé ou de ce qui ne s'est pas passé. Parce que j'aurais peur de certaines interprétations, j'aurais peur aussi
de blesser certaines personnes qui ensuite se sont conduites héroïquement. Donc ce que je peux faire, c'est apporter mon témoignage sur les actes. À l'époque, j'étais membre des étudiants communistes, la section des étudiants communistes, et ce que je peux dire, j'étais membre du bureau d'ailleurs de cette section, et je peux dire que la section des étudiants communistes, dans son ensemble, a complètement adhéré, dès les premiers jours, à ce soulèvement. Et bon, c'est quand même un point d'histoire, il faut le dire. Nous sommes allés à la direction du Parti communiste algérien en demandant bon, qu'est-ce que le Parti communiste allait faire. Nous n'étions pas satisfaits du tract qui avait été diffusé pour expliquer, en réponse à ces événements, le trouvant obscur. Il date de quand ce tract? Il date du 2 ou du 3 novembre 1954. Et même parfois ambigu. Je me souviens de ce qu'on me disait. Je ne répéterai pas tout. Je me souviens de ce qu'on me disait dans cette rencontre, en disant, bon, nous avons passé des heures à essayer de comprendre ce que disait ce tract. Des étudiants de faculté. Et alors, imaginez ce que ça pouvait être pour des gens du peuple qui n'avaient pas ce degré d'instruction. Et on ne comprenait pas qu'il y ait de telles hésitations, par rapport à ce qui venait de se déclencher. Et toute notre action, oui. Pardon, excuse-moi, ce tract, qu'est-ce qu'il disait en résumé? Il disait oui, il disait non? Oh, il disait il se passe quelque chose, mais il disait aussi non, il disait ni oui ni non. Il disait ni oui ni non. Il disait que c'était l'expression d'un rejet de la politique coloniale, mais qu'il fallait, je n'ai pas les termes exacts, mais dans le sens, la signification, que ça pouvait aussi être l'expression d'un complot de la colonisation, une provocation. Il fallait sous-entendre que ça pouvait aussi être une provocation. C'est-à-dire que ça laissait les gens dans le doute. Et je vous dis, l'interprétation, elle était très difficile à donner, puisque pendant des heures on en a discuté et qu'on ne comprenait pas très bien finalement qu'est-ce que voulait dire ce tract par rapport à ce 1er novembre. Donc après, bon, nous ce qu'on s'est évertué de faire, c'était de mobiliser les étudiants dans la lutte anticoloniale et d'expliquer et d'appuyer ce mouvement. Par exemple, on a été en délégation, je donne des exemples, à Tizi Ouzou pour se renseigner, entre guillemets, sur le sort d'un étudiant algérien qui avait été arrêté. Et là, d'ailleurs, on a été intercepté par la police qui nous a fichés, etc. Et parce qu'en Kabylie, il y avait les maquis qui s'étaient aussi réveillés à la même époque. Et
par ailleurs aussi, bon, nous avons expliqué ce soulèvement à la fraction européenne des étudiants à la faculté. Et je dois dire qu'à cette époque, il y avait une certaine écoute. Que par exemple, les organisations, les corporations, comme on dit, les corpos, c'est-à-dire les organisations syndicales d'étudiants à la faculté de médecine, c'était une liste progressiste qui avait été élue par les étudiants en 55. Vous voyez? Alors novembre 54 exactement, à la rentrée quoi, décembre 54. Et 55. Et 55. Une corporation qui a continué jusqu'en 56. Oui, elle avait été élue en 55. Et la même chose à la faculté de lettres, où c'était des étudiants progressistes qui, derrière le professeur Mandouze, avaient aussi élu. C'est des étudiants qui avaient élu des délégués progressistes. Ainsi, on peut dire que nous réussissions, en somme, à neutraliser la fraction colonialiste de ces étudiants à cette période-là, pendant cette période-là. De même, c'est surtout après. Bon, arrive l'interdiction du Parti communiste algérien en septembre 1955. Et là, nous reconstituons cette section. Nous étions, je me souviens, 22, répartis en cellules de 3, d'une façon parfaitement clandestine. Et là, alors, nous passons à... Nous éditons un bulletin qui s'appelait L'étudiant algérien, qui a sorti plusieurs numéros. Et nous mobilisons les étudiants. D'abord dans une première grève avec les étudiants nationalistes et avec les étudiants progressistes européens, une première grève qui a eu lieu fin 55, début 56, à propos du corps d'un étudiant oranais qu'on avait retrouvé sur une plage qui avait été torturé, mort. C'est la première grève qui a eu lieu à la faculté d'Alger. À l'époque, il y avait une seule faculté, c'était la faculté d'Alger. Non, Alger avec une faculté. Et là, nous allions même constituer ce qu'on appelait la section unie des étudiants du Front de Libération Nationale, avec les étudiants nationalistes. Une section, là aussi, je le dis, on n'avait pas de divergence. Vous étiez mélangés, On n'était pas mélangés, on travaillait ensemble. Nous n'étions pas mélangés parce que nous avions formé une organisation strictement clandestine. Il y avait des Européens, des Algériens. Ah oui, il y avait, c'est bien simple, je dis on était 22, donc il y avait exactement 11 Algériens musulmans et 11 Algériens non musulmans. C'est curieux, mais c'est comme ça. C'est 22. Et ça a l'air d'être rien, 22. Vous savez, 22, c'était le nombre de militants du Crual, 1er novembre 54, hein, ça n'avait pas plus. Et c'était les 22 que nous étions, c'était des 22 personnes vraiment résolues. On a commencé à collecter des armes, et puis à fabriquer, à chercher plus exactement, les formules de fabrication d'explosifs. Vous étiez tous étudiants en médecine? Oui, et enfin en médecine, en sciences, et en lettres, enfin, on était tous mélangés, quoi. Et donc, à l'intérieur de cette section, il y avait un petit groupe dont j'assumais la responsabilité, parce que je me disais, bon, puisque j'étais responsable de tout ça, il était normal
Responsable de cette Bien que ce section. n'est pas ma vocation, moi, hein, je le dis très franchement. Responsable de cette section. Hein? Tu étais responsable de la Et section. oui, c'est moi qui Cette l'ai section. recréé entièrement dans la clandestinité. Et ensuite, j'ai pris contact, avant même de prendre contact avec qui que ce soit. Mais enfin, bon, j'aime pas parler de. Chacun a fait ce qu'il devait faire, puis c'est tout, quoi. Et c'est j'ai rencontré à cette époque Ben Yahya, parce qu'on allait former justement cette section unie des étudiants du Front de Libération Nationale. On gardait une certaine autonomie, mais on était au sein du Front de Libération Nationale, avec les étudiants nationalistes. Et là, les étudiants nationalistes étaient ils n'étaient pas très nombreux hein, au début, hein, pas très nombreux. Ils étaient tout à fait d'accord. On travaillait complètement la main dans la main. Enfin, c'était quelque chose de, pas de. Mais avant de réaliser cela, bon, il fallait avoir l'aval des différentes directions. Et c'est là que la direction du FLN a refusé la constitution de cette section unie des étudiants du Front de Libération Nationale. Et c'est Ben Yahya, qui a été ensuite ministre des Affaires étrangères, qui est venu, on s'est rencontrés, et qui m'a apporté cette réponse en disant vous êtes accueillis à bras ouverts au sein du Front de Libération Nationale. Que chacun vienne. Mais pas en tant qu'organisation autonome. Et donc on en est resté un peu là, quoi. Ouais. C'est-à-dire collaborant sur des objectifs, mais distincts sur le plan organisationnel. Par exemple, pour les explosifs, disons, c'était un étudiant nationaliste, c'était Nani Bouderba, c'était un neveu de Tamzali, qui nous a apporté la glycérine, l'acide sulfurique, l'acide nitrique, et les explosifs que nous devions fabriquer devaient être répartis pour moitié pour les groupes de la zone autonome d'Alger et pour moitié pour les combattants de la libération, qui était une organisation de combat que le Parti communiste venait de créer. Donc on travaillait comme ça. Bon. Alors évidemment, je vais laisser l'histoire, c'est-à-dire que la situation s'est tendue. Mais j'aime pas raconter mon histoire. Là, vous êtes en train de vouloir me faire raconter mon histoire, qui est une histoire banale parmi plein d'autres, quoi, hein. La situation s'est tendue, arrive le fait qu'une bombe qu'on avait fabriquée et que le cachet d'un bureau désaffecté de l'hôpital, c'était de la nitroglycérine hein, qu'on faisait, a explosé accidentellement. Heureusement c'était un dimanche, il n'y avait pas de. Alors, c'était un bureau qui était totalement désaffecté, et donc c'était le seul endroit où vraiment il était bien caché, si je puis dire. Et donc, je me suis vu obligé, étant donné que j'ai travaillé dans ce service, de partir. D'ailleurs, telle était mon intention. Mon intention, c'était on monte au laboratoire, et moi, en tant que futur médecin, mon rôle était d'être médecin dans les maquis. Donc j'avais l'intention, une fois que le laboratoire est monté, puisque c'est normal que je m'assume la responsabilité, puisque je demande à d'autres de le faire, il fallait que je le fasse, je partais. Donc là, je rentre tout de suite dans la clandestinité, bien entendu, et je prends contact, pris contact des deux côtés d'ailleurs, comme toujours, d'une part avec le PC, là, et d'autre part
avec le front. Le PCA m'envoie dès le lendemain, et c'était le 8 mai 45, je me souviens bien, pas 45, le 8 mai 56. M'envoie avec, c'était, comment il s'appelle, Inal, enfin le plus jeune des frères Inal, qui était le guide, je ne le connaissais pas, qui devait être mon guide. Il m'envoie vers les maquis de l'Ouest, vers Tlemcen. Le mot de passe, c'était Sidi Boumedienne est-il ressuscité? Et on devait prendre contact avec un épicier qui s'appelait Tayeb de Tlemcen, et qui devait nous acheminer vers le maquis, à Tlemcen. Et donc je pars. Dès le lendemain, en train. Et c'était une période complètement... C'était l'offensive des maquis dans l'Ouest. En une seule nuit, 56 fermes avaient été attaquées et brûlées. C'était vraiment pas la bonne période. Vraiment, pourquoi oui, j'ai croisé des trains militaires, et là, mon guide, à qui je ne parlais pas, il était dans un coin du compartiment et moi dans l'autre coin. On se regardait, c'est tout. On s'ignorait. Elle se lève à Sidi Bel Abbès, et donc je me lève, je le suis. C'est-à-dire, il s'arrête à Sidi Bel Abbès. Alors que c'était notre destination, c'était Tlemcen. Mais compte tenu de. Donc à Sidi Bel Abbès, on rejoint des planques, et là on tombe vraiment sur la période des rafles. Il est raflé pas par dizaines, par cinquantaines, militants nationalistes et militants communistes, pour les amener dans des camps de rétention administrative, l'Audi, etc. Il y a plusieurs camps comme ça, sans jugement, à titre préventif, on a arrêté tous les cadres. Et les militants nationalistes connus, et communistes. Et donc, je me souviens, moi, je ne sais pas, une chance, c'est que chaque fois, je fais comme ça 5 planques. Et chaque fois qu'on me changeait de planque, quelque temps après, la personne qui me cachait était arrêtée. Le dernier, un quart d'heure, à peine un quart d'heure après que je sois parti, je sois demeuré. Et finalement, j'échoue chez un Européen. Alors, les autres, c'était tous des Algériens musulmans. Lui, il y en avait un qui s'appelait Morseli, qui était cantonnier, un vieux cantonnier, qui me disait « Ah, c'est bien ce que tu fais, tu vois, de voir des moudjahidines maintenant qui sont pas musulmans, je veux dire. Il était émouvant comme tout, et on a lâché, la Légion étrangère a lâché les chiens sur lui. C'est l'avant-dernière personne chez qui j'étais. Alors il me nourrissait, je dormais sur un matelas à côté, et la dernière personne c'était Garcia, je me souviens de son nom, qui était pompier, un pied noir comme on dit. Et il me disait comment, regarde, les frères, il employait le mot les frères, incendie les fermes, attaque les fermes, et moi le lendemain il faut que j'aille éteindre les incendies. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il était douloureux, ça me faisait de la peine, parce que vraiment c'était tellement sincère, tellement... Et alors à la fin, moi, je dis bon, alors qu'est-ce que je fais? Je vais quoi? Je vais à Tlemcen, ou quoi? J'avoue que je devenais... Alors naturellement, on avait été séparés, mon guide Inal, mon guide et moi, on a été séparés, pour nous cacher séparément, quoi. C'était plus facile de cacher une personne que de planquer les deux dans le même endroit. Donc on a été séparés, moi j'ai dit à Garcia, j'ai dit écoute, tu as posé la question,
acquis de droit, c'était un juge Strabo, qui était le maire de Sidi Bel Abbès, maire communiste de Sidi Bel Abbès. Qu'est-ce que je fais? Qui me donne une consigne. Je suis comme un aveugle. Je me prends, mais. Et la réponse arrive en me disant que je fasse comme je l'entends. Alors là j'ai plus confiance du tout. Je me dis, bon, savoir. Je me suis dit, si je vais à Tlemcen, je vais chez l'épicier, que l'épicier, d'après ce que je vois, Sidi Bel Abbès, il a été arrêté, tout le monde a été arrêté. Où je vais aller? Moi, je ne connais pas Tlemcen, je ne connaissais pas Sidi Bel Abbès. Je dis, je rentre à Alger, parce que là, au moins, c'est ma ville, j'aurai toujours quelqu'un pour me planquer. Et donc, je suis rentré sur Alger. Et là, j'avoue que quand je suis rentré sur Alger, c'était d'ailleurs l'époque aussi où le maquis de Maillot et Laban avaient été anéantis. Même là, j'avoue que j'ai perdu confiance. Parce que parallèlement, par l'intermédiaire de mon frère, le FLN m'avait réservé une fonction dans un hôpital, dans la presqu'île de Kolo, c'est-à-dire une région qui a toujours été inviolée. Un hôpital de maquis. Et ils organisaient mon départ avec, justement, avec Nani Boudarba, mon frère, etc. Enfin, le Front de Libération Nationale l'organisait. Mais évidemment, ça n'a pas été comme les autres, c'était pas du jour au lendemain, c'était l'organisation, le transfert, le voyage, parce que ça ne se fait pas comme ça à la légère. Quoi. Et malheureusement, moi, j'étais déjà parti, puisqu'on m'avait donné les tickets de train, tout ça, j'étais déjà parti vers l'ouest. Donc quand je suis arrivé, alors là, j'avais plus confiance, et puis il y avait eu l'anéantissement du maquis de Maillot. Moi, j'étais foncièrement pour la fusion du Parti communiste algérien dans le Front de Libération Nationale, depuis le début pratiquement. À tort ou à raison, hein. Moi je pense que j'ai raison, mais c'est comme ça. J'étais foncièrement pour. Je ne comprenais pas ces hésitations, je ne comprenais pas ces réticences. Je savais bien qu'il y avait des difficultés, mais enfin, les difficultés, il y en a toujours. Hein. Et moi, mes rapports avec tous les étudiants nationalistes et nationalistes que je connaissais étaient tellement excellents que je ne voyais pas pourquoi on n'y était pas, quoi. Et je ne voyais pas la différence. Je voyais simplement qu'on aurait apporté plus peut-être plus de dynamisme, plus d'esprit d'organisation. Bon, peu importe. Et dans le programme, je ne voyais pas. Je ne voyais pas qu'est-ce qui pouvait nous écarter de cette... Il n'y avait pas eu encore le congrès de la Soumane, mais quand même, c'était dans l'air, quoi, tout le monde. Donc là, à ce moment-là, j'adhère. Moi, j'étais planqué chez un ami. Il était d'ailleurs lieutenant de l'armée française. Un ami intime qui me cachait. Lieutenant de l'armée française rappelé. Pied noir. Pied noir d'origine corse. Donc pour dire qu'il y en avait. Et il risquait gros, hein. Officier, rappelé, et cachant un terroriste, comme on dit. Chez lui, à Mamelouette. Lui, c'était un type de Mamelouette. Et donc, j'adhère au FLN. Et là, j'adhère au FLN par l'intermédiaire de Boile Moujdik, qui était un des responsables des étudiants communistes, d'ailleurs, hein, et qui avait lui aussi pris contact, parce que là, il y a eu la grande grève en mai 1956 des étudiants des facultés, des lycéens, etc. Hein, et c'est là que d'ailleurs tous les étudiants, enfin la plupart des étudiants communistes ont rejoint le FLN. Les uns sont montés au maquis, d'autres sont.
Et c'est là qu'on me demande de reprendre la fabrication d'explosifs. Dans un réseau, avec Giorgio Arbib, d'ailleurs, Hassiba Ben Bouali, Azouz Ben Sadok, Simourad. Et on s'installe dans une villa de Birkadem où on reconstitue le laboratoire. Voilà. C'est des souvenirs durs, hein. Attention, hein. Pas croire, je le dis comme ça, mais il faut bien se rendre compte qu'on vivait dans l'angoisse quand même, hein. On refoulait, parce qu'il ne fallait pas, si on ne la refoule pas, on ne peut pas vivre. Et puis, cette histoire d'explosifs, moi je le dis très franchement, j'aimais pas. J'aimais pas. Devoir faire des explosifs, moi, non, autant aller soigner les gens dans les maquis, ça me semblait tout à fait naturel, mais faire des explosifs, je le faisais par esprit de responsabilité. Je me disais, c'est pas possible, il ne faut pas demander à d'autres de le faire si moi je ne commence pas à le faire. Pas normal. Mais ça m'angoissait. Et encore, les bombes n'avaient pas encore explosé à Alger. C'est à partir de l'été, ça a commencé. Et alors là, j'avoue que j'ai eu un véritable cas de conscience, hein, parce que quand vous voyez la liste des blessés, une jeune fille amputée des 2 jambes, alors c'est vrai que, mais à l'époque, il faut bien savoir, c'est qu'on ne connaît pas tout quand on fait les choses. Par exemple, la rue de Thèbes, c'est la main noire à l'époque. La main rouge ou la main noire, c'est l'organisation terroriste des Pieds Noirs, des colons, hein, qui a fait sauter un véritable pâté d'immeubles dans la Casbah, rue de Thèbes, où il y a eu des dizaines et des dizaines de morts en juin 1956. Et c'est à la même époque que Zabana a été guillotiné. Alors qu'il y a eu des condamnations à mort, mais aucune exécution. Et qu'ils ont rompu cette espèce de colonnade, si on peut dire, le gouvernement français, en exécutant, en faisant exécuter Zabana, a rompu cette espèce de trêve tacite, quand même, sur ce plan. Et c'est ce qui a déclenché ce qu'on peut dire la bataille d'Alger. Ce qui a déclenché les bombes à Alger. C'est pas nous qui avons commencé. Mais à l'époque, on ne sait pas, hein, quand on est dans le truc, vous savez, une bombe qui explose là, une autre qui explose là, vous ne savez pas, quoi. On vit à rate des événements, quoi. De toute façon, pour moi, c'était quelque chose d'assez douloureux, très douloureux. Et avec l'explosion des bombes, je me disais, parce que j'ai toujours eu le sentiment d'agir pour toutes les communautés d'Algérie. C'est curieux, mais vraiment. Il faut imaginer ce que c'était l'Algérie d'avant. Les Algériens aujourd'hui ne savent pas qu'il y avait quand même 1 million d'Européens, des Pieds Noirs. Parmi eux, il y avait 150 000 Juifs. Et c'était tout ça, l'Algérie. C'était pas ce qui s'est passé après. Il y avait un devenir possible. Moi qui ai connu qui ai connu des Pieds Noirs courageux, qui ai connu des Juifs lucides, qui ai connu des... Donc, j'étais pas... D'ailleurs, la presse de l'époque, si on la reprend, hein, il n'y a qu'à voir tous les titres. Hein. Et quand j'ai été arrêté, en octobre 1956, je pense, moi d'ailleurs, que le procès et mon arrestation ont été ce que j'ai vu de mieux dans cette période.
parce qu'on a eu les échos en prison, quand j'ai été arrêté en octobre 56, les échos en prison, c'est que plein des jeunes Algériens disaient, bon, lui il est rentré dans la bataille, et nous alors? Je veux dire, ça servait d'exemple. Ça a servi d'exemple. Bon, à l'époque, donc, je dis, avant d'être... j'étais assez bouleversé par j'avais peur d'une guerre raciale, hein, une guerre interethnique, comme on dit. Ce qui n'a jamais eu lieu. C'est ça qui est magnifique. Parce que, grâce à l'idéologie du Front de Libération Nationale de l'époque, les gens, maintenant, quand je pense, je me dis, c'est pas possible. C'est pas les mêmes. C'est pas le même pays. Hein? À l'époque, on torturait dans Alger, systématiquement. Hein? Systématiquement. On parle de la Tchétchénie, mais Alger à l'époque, c'était la même chose. Hein? Les camps de filtrage, de filtration, hein, où tout le monde était torturé. Ma sœur a été torturée. Eh bien, à cette époque-là, en pleine bataille d'Alger, j'ai eu en prison le tract. La zone autonome d'Alger s'adressait au grand rabbin d'Alger et à nos compatriotes israélites. Vous voyez comment on s'exprimait. Ils refusaient le boycott. Parce qu'il y a eu, à un moment donné, un boycott des Mozabites et des Juifs, enfin, un mot d'ordre qui a été lancé comme ça, on ne sait pas comment, et que le FLN a tout de suite contredit. Donc, à cette même époque, il y avait une vision du pays qui était débarrassée de tout racisme, de tout chauvinisme. Et je veux dire que ça a beaucoup contribué à éviter que cette guerre prenne un aspect racial. Et donc, moi, à cette époque, j'avais cette crainte, hein, quand il y a eu et j'ai j'avais été rencontré, je me souviens, l'abbé Barthès, l'abbé de Babelwed. Allez, je savais, parce que je me disais, on va essayer de créer une aile, une section, une aile européenne, je mets ça entre guillemets, du Front de Libération Nationale, de façon à représenter. Et je sais qu'à Bad, je l'ai appris par Hadj Ali, qui était de notre réseau, mais que je ne connaissais pas, que j'ai connaissance avec lui en prison. Un type qui s'appelait Hadj Ali. Ali Hadj Ali, pas Bachir Hadj Ali. Ali Hadj Ali, qui était comptable, expert comptable d'ailleurs, et qui a été arrêté, je l'ai connu en prison, mais qui était du réseau, qui était. Et c'est lui qui m'a affirmé, enfin, qui a fait que Abban cherchait à me voir. Je l'avais vu d'ailleurs une fois, je suis certain, il était venu me voir travailler dans le laboratoire de Birkelem. Me voir travailler dans le laboratoire de Birkelem. Et il cherchait à me voir. Malheureusement, j'ai été arrêté avant que je puisse le rencontrer. En octobre 56. Mais c'était mon projet. Je me disais que si on arrivait à faire ça, parce qu'il y avait les éléments. Il y avait les éléments. Il voulait te voir pour ça. Hein? Il voulait te voir pour ça, pour cette idée. Oui, sur le plan politique. Pour en parler, oui. C'est ça, parce que moi j'étais militant de la zone autonome d'Alger, fédéral, pas du tout. Bon, on fait comme tous les j'étais pas un responsable politique, j'étais un militant, un fédéral, quoi, un militant de. Et donc en octobre 56, là,
j'ai été arrêté. On m'a raconté ce détail, ces trucs. Il y a un du réseau qui a été arrêté, puis ensuite, etc. Les circonstances ont fait que on m'a surpris dans une planque que je croyais absolument inviolable. Mais une autre personne du réseau qui était censée être partie à Tunis n'était pas partie à Tunis. Et il a été arrêté. Et ils ont trouvé cette adresse sur son carnet. Et ils sont venus me chercher, bien entendu. Alors que le lendemain matin, c'est mon frère, mon jeune frère, avec mon responsable, le responsable du réseau, de Fabrique. Oui, il n'y avait pas Hassiba. Hassiba faisait liaison de notre réseau. Elle était membre du réseau de notre réseau de la zone autonome. Hassiba Ben Douali. Et il venait, c'est comme quoi les policiers, des fois, c'est quelque chose, parce que le matin même de mon arrestation, c'est-à-dire que moi j'ai été arrêté peut-être à l'aube, quoi, enfin, à la fin de la nuit, je me souviens. D'un coup, j'ai vu sur moi. Et le matin, il venait me chercher avec un groupe de choc pour m'abriter dans les planques de la Casbah, qui à l'époque était déjà fermée. Et heureusement qu'ils n'ont pas mis de souricière. C'est-à-dire que normalement, s'ils avaient mis des policiers à la porte de la maison, il y avait une double porte, il y avait une double entrée. Eh bien, ils auraient arrêté le groupe. Hein. Mais bon, le groupe est arrivé et puis ils ont trouvé personne. Évidemment, je venais d'être arrêté. Et alors commence la prison.